Est-ce que vous voyez le cours? Est-ce que vous le voyez? Hein? Oui, Le madame. cours? Oui, madame. D'accord. Alors, l'optimisation de code, c'est une étape qui vient juste après c'est-à-dire le chapitre, on le fait après, juste après l'allocation mémoire. Mais en fait, on parle d'optimisation de code à toutes les étapes de la compilation. Dès que vous êtes des programmeurs, des développeurs, dès que vous avez un problème, et vous voulez l'automatiser, donc l'informatiser. Dès que vous avez en face le problème, vous commencez déjà à penser optimisation. Optimisation, pourquoi? Parce que vous allez passer, bon, vous avez une application, vous allez passer à la partie algorithmique. Algorithmique, vous allez programmer, vous allez appeler un compilateur. Donc, dès les premières phases du développement, du développeur, si vous voulez, dès les premières phases, vous pensez optimisation de code objet. Alors, maintenant, optimiser un code, je vous dis, ça se fait à toutes les étapes, hein. Dès que vous avez votre application en tête, jusqu'à la phase génération de code objet. Mais le problème dans l'optimisation, c'est qu'il est très, très, très difficile. Il est très, très difficile de dire que mon programme est mieux optimisé que le programme de mon copain. D'accord? Vous êtes une centaine d'étudiants, vous êtes tous des développeurs, vous écrivez tous des programmes, vous essayez tous d'optimiser, mais on ne pourra pas dire quel est le meilleur programme. Pourquoi? Parce que bon, il y a deux paramètres que l'on met en avant lorsque l'on veut optimiser, c'est le temps et l'espace mémoire. Or, concilier les deux, c'est difficile. Et dire quel est le meilleur programme entre plusieurs programmes, c'est encore plus compliqué. C'est ce qu'on appelle en informatique les problèmes qui sont NP complets. C'est-à-dire on ne trouve pas vraiment de réponse à ce genre de problème. OK? Alors, on vous dit dans l'introduction, il serait souhaitable, je donne la main à d'autres étudiants. Alors, il serait souhaitable et intéressant, lorsqu'on écrit du code, que ce code soit de bonne qualité. D'accord? Vous écrivez des compilateurs. Nous, on est en cours de compile. Notre but, c'est d'écrire un compilateur. Donc, quand on écrit notre compilateur, ce qui est intéressant, c'est de mettre un maximum d'optimisation dans notre code. Donc, il serait souhaitable et intéressant que les compilateurs produisent du code de bonne qualité que celui écrit à la main. Parce que c'est vrai, quand on écrit quelque chose à la main, on essaie d'être parfait. On essaie de parfaire l'écriture de nos programmes. Donc, quand on écrit un compilateur optimisé, on essaie de faire la même chose. Mais c'est très, très difficile. Hein, parce qu'on vous dit, il est pratiquement impossible de le faire. Alors, à l'arrivée de nouvelles architectures et des mécanismes donc liés au comportement et mécanismes assez complexes. Ça me gêne les étudiants qui viennent comme ça en retard et je leur donne la main. Parce qu'en même temps, je suis en train de prendre les présents. Je prends l'assiduité. Hein. Alors, donc, l'optimisation devient de plus en plus nécessaire et elle occupe une place importante dans le processus de compilation. C'est-à-dire avant, avec les architectures qui étaient un petit peu de bas niveau, qui n'étaient pas très développées, on s'en foutait de l'optimisation. Mais maintenant, avec les architectures modernes, on essaie d'inclure la partie optimisation. Alors, optimiser un code,
ce qui revient à compacter les instructions et les exécuter de façon rapide, est rarement garanti. D'accord? Donc, compacter les instructions, ça veut dire gagner de l'espace. Et les exécuter de façon rapide, ça veut dire gagner du temps, ceci étant difficile à réaliser en même temps. Alors, le code obtenu n'est sûrement pas le plus optimal. Ça ne veut pas dire que le code obtenu n'est pas optimal, mais il n'est pas le meilleur code optimal. Voilà ce qu'on veut dire. Alors, les compilateurs qui effectuent des transformations dans le but d'optimiser sont appelés les optimisants. Alors, il existe deux types d'optimisation, donc de grands types. Les transformations de programmes qui améliorent le code cible sans prendre en compte les propriétés de la machine cible, c'est-à-dire qu'ils sont indépendantes, de la machine, de l'architecture. C'est-à-dire, ce sont des optimisations qui sont indépendantes des registres, de l'accumulateur, du jeu d'instructions, etc. C'est-à-dire en dehors de l'architecture de la machine. Ça veut dire c'est au niveau application, au niveau programmation et au niveau compilation. D'accord? Maintenant, il y a aussi, alors, la recherche d'un chemin d'exécution le long duquel la valeur du variable serait utilisée sans avoir été préalablement initialisée. Par exemple, on reviendra sur les exemples. Hein. Alors, l'existence d'un code mort. Parfois, vous écrivez du code, mais ce code, vous n'allez pas l'utiliser. Ça, c'est un problème aussi du programmeur. Donc, quand vous êtes en train de programmer, faites attention. Faites attention aux variables que vous utilisez. Faites attention aux parties du code que vous êtes en train d'écrire. Un code que vous n'utilisez pas dans une partie de programme, vous l'enlevez. Vous l'enlevez pour alléger votre programme. D'accord? C'est un cours qui est assez facile. Les cours qui restent sont simples. Il reste ce cours et un autre cours. Alors, les cours difficiles sont passés. Alors, existence de variables ayant toujours une même valeur tout le long d'une partie de programme. D'accord? C'est ce qu'on appelle la propagation de constante. Donc, quand une variable a toujours la même valeur, ça veut dire qu'il faut la mettre initialiser une bonne fois pour toutes et enlever les affectations dans le programme. Alors, les invariants de boucle, c'est-à-dire les expressions à l'intérieur d'une boucle qui ne dépendent pas d'aucune variable susceptible d'être modifiée dans la boucle. C'est-à-dire, vous avez une partie de boucle, une partie de programme qui comporte une boucle. Vous avez à l'intérieur une instruction qui ne change pas, c'est-à-dire donc les valeurs des variables ne changent pas. Pourquoi la mettre dans une boucle? Il faut la sortir. Il faut sortir ces instructions à l'extérieur des boucles. Voilà. Alors, une expression est calculée plusieurs fois sans qu'entre-temps, les composants de l'expression ne sont pas modifiés. Ça aussi, d'accord? Quand une expression est recalculée à chaque fois alors qu'elle ne change pas de valeur, et l'écrire une bonne fois pour toutes et l'enlever dans les parties de programme où elle est répétée. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, madame. D'accord. Donc voilà, on a dit premièrement, donc, les compilateurs qui effectuent des transformations, pardon, donc les transformations de programme qui améliorent le code, sans prendre en compte les propriétés de la machine cible, ça c'est les transformations qui sont en dehors de la machine cible, qui ne dépendent pas de l'architecture de la machine, elles dépendent de nous, soit du programmeur, soit du compilateur. Alors, il y a aussi les optimisations qui dépendent de la machine, telles que l'allocation et assignation de registres, l'utilisation de séquences d'instructions spécifiques, exploiter les possibilités de parallélisme du processeur cible. C'est-à-dire, quand vous connaissez très bien votre machine, quand vous rapprochez de votre machine et vous connaissez bien les registres ainsi que le jeu d'instructions, d'accord? Et si c'est possible de faire du parallélisme, donc, essayez d'optimiser. Voilà. Donc, il y a deux grandes optimisations. C'est ce qu'on appelle les optimisations de haut niveau et les optimisations de bas niveau. Alors, je donne ici un petit schéma. Donc, vous avez le code source. Vous avez ici tout ce qu'on a fait en compile 1, compile 2, compile 1. Alors, compile 1, compile 2.
je prends les présents, hein, d'accord? Alors, donc, la partie frontale, c'est tout ce que vous connaissez, c'est les différentes parties de la compilation. Donc, l'analyse lexicale. À ce niveau, vous optimisez. D'abord, quand vous avez une application, quand vous pensez déjà à votre problème, pensez déjà une solution optimale. D'accord? Donc, dès que vous écrivez votre code source, essayez d'améliorer le programme ce que, par ce que vous pouvez et ce que vous savez. Ensuite, dans la partie lexicale, syntaxique, sémantique, on essaye aussi d'optimiser. Donc, l'optimisation, elle existe à toutes les étapes de notre programmation et notre compilation. On obtient du code intermédiaire. Même dans le code intermédiaire, on optimise. On optimise. Rappelez-vous, quand vous écrivez du code, alors, je vais prendre un tableau blanc. Bon, c'est pas grave. Alors, quand j'écris un programme, j'écris par exemple, alors, j'écris par exemple A plus B multiplié par C. Alors, A plus B est multiplié par C. L'opération la plus prioritaire étant le B multiplié par C. B multiplié par C, donc je mets, par exemple, les quadruplés, je mets B fois C dans T1. Ensuite, je devais faire A plus B fois C. Donc, j'ai calculé le B fois C et je dois rajouter le A. C'est A plus B fois C. Donc, je mets A quelque part. Je rajoute ce que j'ai calculé, le B fois C que j'ai appelé T1. Donc, j'ai introduit une variable quadruplée qui s'appelle T1 et je mets le tout dans ce qu'on appelle T2. Dans ce qu'on appelle T2. Donc, ma variable résultat, elle s'appelle T2 et j'ai utilisé une variable intermédiaire, donc deux variables intermédiaires qui s'appellent T1 et T2. Donc, vous auriez pu optimiser, vous mettez B fois C dans T1, au lieu d'introduire une nouvelle variable qui s'appelle T2, vous mettez A plus T1 et le résultat, vous le rangez dans T1 si vous êtes sûr de ne pas utiliser une autre fois le B fois C. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, madame. Est-ce que c'est bon? Hein? Oui, madame. Oh là là, quelle section. Ok, j'ai peur de vous retrouver tous l'année prochaine. Alors, donc voilà l'optimisation du code intermédiaire. Dans la génération de code objet, donc notre résultat de la compilation, c'est du code cible. C'est du code cible. Alors, notre but, c'est d'avoir un code optimal. Même pendant la génération de code objet, on peut optimiser. Vous allez voir comment. Quand on a fait, je vous ai donné l'exemple de A plus B fois C. La première opération que l'on fait, c'est B fois C, on range le résultat dans T1. Donc, ça veut dire dans un registre. Je fais A plus B fois C, donc je rajoute le A à ce que j'avais dans mon registre. Si je ne voulais pas optimiser, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais fait B fois C, résultat dans T1. Au lieu de rajouter le A à ce qu'il y avait dans le registre, qu'est-ce que je fais? Je sors le B fois C, je charge le A et je rajoute le B fois C. Pour optimiser, qu'est-ce qu'on fait? On laisse ce qu'il y avait B fois C dans le registre, d'accord, ou dans l'accumulateur, et on rajoute le A. Donc, on a optimisé
une instruction. C'est-à-dire, dans 2 opérations, j'ai pu gagner une opération. Donc, ça m'a permis d'optimiser le code objet. Code objet, c'est bien sûr, c'est de l'assembleur, d'accord? Le code qui se rapproche le plus de la machine, c'est le code assembleur et on obtient ce qu'on appelle un code cible. C'est ce code-là qui va être exécuté. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ça va? Oui, madame. D'accord. C'est pas facile de faire un cours à des étudiants qui ne réagissent pas. Alors, je continue. Alors, on commence par c'est-à-dire on va énumérer les quelques optimisations. Alors, parmi certaines optimisations, on a les transformations qui conservent les fonctionnalités de votre programme. Alors, un compilateur peut améliorer un code de différentes manières. Sans changer, on ne doit pas changer le sens de notre programme. On ne doit pas changer le but, les résultats de notre application. Si ça change, ça veut dire que ce qu'on obtient, le code optimisé, n'est pas exactement le code qu'on avait prévu au début. Alors, parmi ces opérations, nous avons l'élimination des sous-expressions communes, la propagation des constantes. On revient sur les petits exemples qu'on a ici. Donc, on revient dessus. On va donner des petits exemples. Alors, on commence par l'élimination des sous-expressions communes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une sous-expression commune. Alors, une occurrence d'une expression E, donc l'apparition d'une expression E est appelée sous-expression commune si l'expression a été calculée précédemment et si la valeur des variables qui apparaissent dans cette expression n'a pas changé depuis le calcul précédent. Ça, c'est très facile, hein. C'est un cours qui est très simple, l'optimisation de code, hein. Même la génération de code est simple si vous maîtrisez bien le cours d'assembleur. Alors, nous pouvons éviter de recalculer l'expression si nous pouvons utiliser la valeur calculée précédemment. Donc, un petit exemple. Regardez ce bout de programme. Vous avez T6, c'est un temporaire, et il contient 4 fois I. Vous avez X reçoit A de T6, c'est-à-dire A de ce calcul. T7 reçoit 4 fois I. 4 fois I. T8, vous me suivez? Vous me suivez? Oui, madame. Vous me suivez? C'est un cours qui n'est pas compliqué. Alors, T7 reçoit 4 fois I, T8 reçoit 4 fois J, T9 reçoit A de T8, c'est-à-dire A de T 4 fois J. A de T7, c'est n'importe quoi, hein. C'est-à-dire sémantiquement, peut-être, c'est pas ne veut pas dire grand-chose, mais sur le plan illustration de cours, c'est un bon exemple. Alors, T10 égale 4 fois J et A de T10 égale X. Alors, si on veut optimiser, qu'est-ce que ça veut dire? L'élimination d'une sous-expression commune. Ici, on remarque que 4 fois I, il apparaît ici, il apparaît ici. Il apparaît aussi à ce niveau. Il apparaît aussi à ce niveau. Donc, il apparaît plusieurs fois. On va vérifier que ça respecte bien ce qu'on a dit dans la définition, c'est-à-dire que les variables utilisées dans T6, T7, T8 et T10 ne changent pas de valeur, c'est-à-dire entrent dans le programme. On voit que c'est le cas. Le I n'a pas changé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on garde 4 fois I dans T6. On met X dans
A de T6 dans X, c'est bon. Donc, on introduit la variable A de T6 dans X. On enlève le T7. On l'enlève. C'est du PDF. Donc. Ah, bon. On enlève. On enlève le 4 fois I. D'accord. On garde le T8 parce que c'est une autre expression. C'est 4 fois J. Ensuite, on met le T9. Celle-là, elle ne change pas. A de T8. Par contre, le T7, on l'a fait sauter. Il s'appelait T6 parce qu'en fait, T7 et T6 sont les mêmes. Donc, on stocke le T9 dans A de T7. Bien sûr, le 4 fois J n'a pas été calculé. Donc, c'est la première fois. Donc, non, pardon, c'est le T8. Donc, on enlève, regardez, le T10, c'est 4 fois J. Comme c'est T8, donc on enlève, on enlève cette sous-expression commune et on garde donc que T8. Donc, X dans T8. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, il y avait 8 expressions parce qu'un code, le logiciel qui calcule, qui voit est-ce que le code est rapide, d'accord? Le calcul est rapide, il calcule en nombre d'expressions. Il calcule en nombre d'expressions. Donc, il y a moins d'expressions. Ici, il y en avait 8. Ici, il y en a 6. On a pu quand même, dans un petit programme, pas très important, pas très compliqué, on a pu quand même enlever 2 instructions. Donc, on a pu, ça fait partie de l'optimisation. Il y a plusieurs types d'optimisation, d'accord? Donc, celle-là, c'est l'élimination des sous-expressions communes. Donc, je récapitule. Quand dans une expression, vous avez une variable qui ne change pas au cours du programme, qu'est-ce que vous faites? Si l'expression se répète, vous l'enlevez si les valeurs des variables n'ont pas changé entre-temps. Voilà. Alors, donc ça, c'est avant optimisation et ça, c'est après optimisation. La propagation des constantes. La propagation des constantes. Alors, il est fréquent dans un programme de rencontrer une variable, dans un programme, une variable dont la valeur est fixée une bonne fois pour toutes. Cette valeur est par la suite utilisée dans des expressions et quelquefois même additionnée ou multipliée à d'autres constantes. Donc, ce n'est pas la peine de l'évaluer à l'exécution, mais de le faire à la compilation. Par exemple, vous avez un bout de programme, c'est-à-dire quand vous avez des constantes, qui doivent être des expressions qui comportent des constantes, au lieu de laisser leur calcul à l'exécution, faites-le pendant la compilation, c'est mieux. Pendant la compilation, vous le faites une bonne fois pour toutes, alors que pendant l'exécution, vous allez à chaque fois exécuter la même chose. Alors, exemple, vous avez un bout de programme dans lequel vous avez posé le fameux pi égale 3,14. Vous connaissez tous pi, non? Le pi. Oui, Vous madame. connaissez tous le pi. Oui, madame. Pi égale 3,14. Hein, ça remonte à loin, mais on se rappelle tous de ce fameux pi. Alors, donc, vous avez pi égale 3,14. Vous avez la suite des instructions. Et puis, quelque part, vous avez écrit pi égale. Là, on calcule une surface. Hein. Une surface, c'est la surface du cercle, je crois. C'est pi multiplié par d au carré divisé par 4. Donc, d au carré divisé par 4. Donc, le pi, si vous l'introduisez, c'est-à-dire si vous le laissez comme ça, à chaque fois, il va, pendant l'exécution, à chaque fois, il va mettre le pi égale 3,14.
Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous sortez de cette expression. Vous sortez de cette expression tout ce qui est constant. Qu'est-ce qui est constant? Il n'y a que ça qui change. Hein. Il n'y a que le d au carré. Ça change selon la valeur du d. Du d. Donc, je pense que c'est 2, c'est le diamètre du cercle. Donc, qu'est-ce que vous faites? Le pi divisé par 4, vous le sortez, vous le mettez en facteur, vous le calculez une bonne fois pour toutes, vous l'appelez par exemple pi 1, d'accord? Regardez. Donc, ça peut se réécrire de la façon suivante. Vous l'appelez qui, bon, pi ou qui, qu'est-ce que vous voulez. On a sorti cette entité, c'est pi divisé par 4. Ça, je l'ai appelé qui. C'est 3/14 divisé par 4. Vous lui donnez une valeur, c'est-à-dire on calcule exactement combien que ça fait. Et après, dans tout le programme, vous ne faites pas à chaque fois, pi multiplié, donc il va remplacer le pi par sa valeur. Ensuite, il va diviser par 4. Vous le faites une bonne fois pour toutes. Donc, qui reçoit ça, et ça sera une bonne fois pour toutes cette valeur. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, madame. Oui, madame. Très bien. Alors, l'élimination de code inutile. L'élimination de code inutile. Alors, l'analyse d'un programme peut faire apparaître que certains résultats de calcul ne sont jamais utilisés. C'est-à-dire que vous faites dans une partie de programme, vous faites des calculs, mais ces calculs-là ne sont pas utilisés. D'accord? Alors, par exemple, à partir d'un point de programme, une variable n'est plus utilisée. Donc, ce n'est pas la peine. Il est donc inutile d'évaluer l'expression qu'il a faite. Il est alors nécessaire de connaître les domaines d'utilisation des variables d'un programme. On doit connaître. Alors, les étudiants retardataires, qu'est-ce qui ne va pas? Comment vous arrivez en retard à un cours? Un cours de 1h15, vous arrivez en retard. C'est pas sérieux, ça, c'est pas possible.